Alors vas-y, tu sais. Allez, j'y vais. Oui. Alors, quel secret de famille as-tu découvert en travaillant sur ton arbre? Oui, il y en a un. Alors je sais pas si ça. Alors c'est souvent en plus ce qui se passe avec les secrets de famille, c'est pas si extraordinaire que ça au final, on s'en fait tout un truc. Côté paternel, où les transmissions étaient transmission autour du travail, c'était travailler bien à l'école, il faut surtout faire des études, il faut travailler dans le milieu de la médecine, pharmacie, etc. En fait, j'ai réalisé que le savoir-faire médical, enfin en tout cas le premier dentiste, lui était un autodidacte qui s'était forgé son savoir-faire pendant la guerre en fait, donc absolument sans études. Donc c'était quand même assez croustillant, mais effectivement ça cachait un trauma, et c'était pour ça qu'il fallait absolument faire des études. Voilà, c'est le secret de famille. Là, toi. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur l'arbre, il y a une 30-25 ans à peu près, mon premier génogramme, j'avais fait l'arbre, j'avais fait un dessin avec l'arbre de la lignée paternelle, et puis derrière l'arbre de la lignée paternelle, j'avais fait un deuxième arbre caché qui était un cèdre du Liban, et personne n'avait compris pourquoi il y avait cet arbre. Et il y a quand même 4 ans, j'ai découvert que mon père n'était pas mon géniteur, et que le géniteur en question venait plutôt du Liban, voire de l'Iran, voire de la Perse. Voilà un secret qui était là dès le départ. Découvert 20 Et ans après. ça, c'est vraiment typique du transgé. Il y a quelque chose d'étrange au départ, une image, et puis ça ne se découvre pas tout de suite. Mais c'était là. De combien de temps après? 20 ans. Et voilà, 20 ans de cure. Non, pas 20 ans de cure. Alors, quel auteur de transgénérationnel tu respectes le plus? Alors, il y en a deux, il y en a trois même. Le premier, c'est Claude Nachin, parce que c'est lui, en 1999, quand même, qui a créé la société Abraham et Torok, et je trouve qu'il a réussi l'exploit de rendre accessible, sans trahir la pensée de Nicolas Abraham et de Maria Torok. J'aime beaucoup Racamier, et j'aime aussi René Caès pour son approche des fameux pactes dénégatifs dans les systèmes familiaux. Voilà. Alors moi j'ai Nachin aussi, et j'ai quand même un coup de cœur pour Jodorowsky quand même, qui un me fait marrer, deux est quand même un poète. Et puis en plus, on lui doit peut-être en fait l'appellation psychogénéalogie. Il me semble qu'ils se sont battus avec Anne Ancelin sur qui est le père. On ne sait pas, en tout cas, on ne sait pas s'ils ont couché ensemble non plus. Mais tu as raison, parce que toi qui es la grande créatrice de la constellation dans Généapsie, Jodorowsky est quand même très inspirant pour le théâtre, et les rituels aussi, oui. Alors, du coup, c'est à moi. Ah, pardon. Vas-y. Alors, quelle est la synchronicité la plus étonnante dont tu te souviennes? Moi j'ai la mienne. Ah oui, donc c'est pour moi. Oui, c'est pour toi. Je l'ai là. Donc c'était un travail pédagogique entre nous, et donc nous étions plusieurs, 4 ou 5 formateurs à tester les constellations, notamment les constellations archétypales, et donc nous travaillions à ce moment-là sur l'archétype de la sorcière. Donc on constelle, on configure, là en gestalt en l'occurrence, avec des coussins et des feuilles. Et donc nous avons travaillé l'archétype de la sorcière, nous avons terminé notre travail, et quand on a ouvert la porte pour aller prendre notre apéritif sur la terrasse extérieure, c'était l'été, nous sommes tombés sur un crapaud énorme comme ça, et ça a été la seule fois dans le jardin où je suis tombée sur un crapaud, donc c'est quand même synchronicité. Et toi? Alors, c'était dans mon cabinet, je recevais une cliente à qui j'avais demandé d'amener un objet qui représente son innocence abîmée. Et elle avait choisi une orchidée blanche, des petites fleurs d'orchidée, et elle ramenait son pot d'orchidée on travaillait autour de l'orchidée qui pousse dans l'humus un peu dégueulasse, mais qui fait des fleurs magnifiques. Et un jour, elle arrive en me disant, regardez, elle est toute fanée. Alors il faisait très gris, il pleuvait, il faisait très gris, et tout d'un coup, un rayon de soleil tel un laser est venu éclairer
un bourgeon de l'orchidée qui était en train de repousser. Ah. Et quand je le dis là, j'ai J'ai encore le frisson, là. j'ai encore l'émotion qui est là. Voilà, c'est... La synchronicité. Voilà. Ton plus grand moment de solitude en formation. Ton plus grand moment de solitude en formation. Ah, s'il n'y en avait qu'un moment de solitude, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Mais lequel me vient là tout de suite en formation, c'est-à-dire quand mon plus grand moment de solitude, c'est surtout en distanciel, parce que le distanciel change quand même de l'énergie du présentiel, où je suis en train d'expliquer un concept assez ardu. Hein, symbole brisé, c'est pas si facile que ça. Et tout le monde a son micro fermé et je dis mais écoutez, je me sens quand même seule. Qu'est-ce que vous avez des questions, vous voulez participer, qu'est-ce que vous pourriez dire? Et où là, silence complet. Tu avais fait une didactique J'avais fait une didactique sur le symbole, mais plusieurs fois, ça m'est arrivé. Et je leur dis, ben, allez-y, oui, mais on n'a rien à dire parce qu'on ne sait pas. Je dis, si chaque fois qu'on ne sait pas, on n'a rien à dire, on ne parlera pas souvent, quoi, parce que dites ce que vous ressentez. Et le moment de solitude, c'était de me rendre compte que dès que nous abordons des concepts un peu ardus qui ne sont pas les nôtres, hein, nous ne les avons pas forgés, ceux-là, il y a quelque chose chez les apprenants qui bloque. C'est-à-dire que moi, je suis en contact avec les chagrins d'école, là, et avec des blocages où vraiment je mesure l'impact que ça a eu. Oui. Et ça me met dans un grand moment de solitude parce que je me sens soit le bourreau, je suis prise dans quelque chose qui me met très mal à l'aise. Soit peut-être aussi l'élève qui a rencontré aussi des difficultés à l'école ou des situations difficiles. Ouais. Alors, et toi alors? Mon plus grand moment de solitude, dans les constellations, par exemple. En constellation, ça arrive assez souvent, hein, parce que c'est un catalyseur en fait. On est en groupe et puis c'est un catalyseur de réaction, d'expression un peu plus puissant en tout cas que juste un espace de formation sur table avec son cahier et son stylo. Et ben c'est une journée de démarrage d'un cycle 1 de formation où au moment de se dire bonjour, une apprenante en fait passe à l'acte et m'agresse verbalement et presque physiquement. Et donc à ce moment-là, je me tourne vers mes assistants à droite et à gauche. Ils n'étaient plus là, ils étaient partis derrière. Donc c'est vraiment un moment de solitude parce que ça a fait reculer tout le monde. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je règle cette difficulté? Puisque aucune situation autre que l'accueil ne s'était présentée. Donc j'ai choisi de travailler justement cette problématique d'accueil par rapport à cette apprenante. Et puis on est parti tout de suite en constellation et c'est comme ça que la dynamique de groupe a pu se récupérer. Donc moi, je dirais que c'était une dynamique de groupe qui était extrêmement complexe, difficile et agressive, et qui s'est jouée sans qu'on ait eu le temps en fait même de s'accueillir, de se dire bonjour. Donc ça c'est quand même assez rare. Voilà, je me suis sentie très seule. Oui, et surtout puisque nous en avons parlé ensemble, c'est qu'effectivement le résultat, la résolution, puisque c'est une constellation qui a résolu, c'est que cette personne avec des ancêtres qui avaient été victimes de la Shoah, et qu'au moment de dire bonjour et de faire les émargements, je me suis retrouvée symboliquement pour elle à la place en fait finalement du contrôleur de train avec le billet ou avec la carte d'identité. On était on était dans le pass sanitaire à ce moment-là, post-Covid. Enfin, il y avait tout un tas tout un contexte autour qui est venu faire émerger comme ça en espèce de souffler d'un seul coup dans l'espace quelque chose d'une mémoire de l'identité, puisque dans les camps de concentration on n'a plus une identité, on ne signe plus, on n'est qu'un numéro. C'est ça. Et donc le bonjour, présente-toi, comment tu t'appelles, est-ce que tu veux bien émarger, a fait exploser quelque chose. Oui. On va les prendre dans l'ordre. Alors, quelle serait pour toi, ici et maintenant, là, la devise pédagogique de Généapsie? Alors, la devise pédagogique, c'est vrai qu'on ne s'est jamais trop posé la question. Je dirais que Généapsie est toujours en train de chercher, d'être en veille sur l'actualité, sur
peut-être cherche encore. Ok, mais enfin, cherche encore si tu as trouvé, si tu as trouvé, pourquoi il faut chercher encore? Faudrait qu'on... Je l'ai pas là. Tu l'as pas? Si tu trouves, c'est que tu dois chercher encore. Non, enfin non, je te dis non, j'y crois pas, moi. Si j'ai trouvé, j'ai trouvé. Donc, ce serait quoi? Si tu es sûr d'avoir trouvé, Ah, si tu es sûr d'avoir trouvé, c'est que tu dois chercher encore. Tu sais, c'est plus oui, par rapport le à... doute, là, C'est l'idée ça, du doute, c'est ça. là, tu vois. On est quand même bien embêtés, nous, ça, avec ça, hein, des certitudes et du doute. Oui, c'est ça. Donc, ce serait du coup sans l'ombre du doute, c'est difficile de trouver une devise en 5 minutes là. Hein. Bah, Sans l'ombre du doute, la certitude t'aveugle. Voilà, c'est ça. Ben Sans... voilà. Ah, c'est beau ça. On est bien là. Sans l'ombre du doute, la certitude t'aveugle. Voilà, on l'a. Donc la devise Genève 6, sans l'ombre du doute, ta certitude t'aveugle. En transgénérationnel. Alors après, c'est moi. Oui, on l'a trouvé à deux. Allez, bien voilà. Ouais. Quel est le concept sur lequel tu as le plus galéré? Moi, je dirais que c'est l'identification projective, hein, surtout que quand je suis arrivée... Toi, tu poses les questions et tu réponds à tes questions. Tu nous l'as... Non, mais attends, tu nous l'as cogné en didactique au module 1. À l'époque, il était en module 1, quand même, l'identification projective. On avait tous les concepts de la psychologie en 3 jours. Bonjour, je m'appelle Simone Cordier. Je vais faire du descendant. Et donc là, moi, j'ai bugué, hein, l'identification projective. Il n'y a que quand tu as donné un exemple que j'ai pu comprendre ce que c'était. Voilà. Et toi? Ben moi, je l'ai vraiment vécu. C'est pas avec le concept que j'ai galéré, hein. C'est avec le vécu du concept en séance. C'est-à-dire quand quelqu'un, par exemple, venait dans une posture où il demandait à être sauvé et dans une grande plainte, me mettait à la face, à m'identifier, me donner un rôle de quelqu'un dans son arbre qui avait été un bourreau, comme un père, une mère ou une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Et c'est comme si elle me transfusait, c'est comme si, c'est même pas de la projection, c'est comme si elle m'injectait à l'intérieur de moi des énergies, un rôle, des pensées, des émotions, pour que je continue, je prenne le rôle, et de façon que la scène puisse continuer à se jouer et valider ses croyances. Oui, et valider ses croyances, oui. Mais je parlerai plutôt d'injection, tu vois. Mais toi, c'est ce concept-là qui t'a fait le plus galérer? Mais il m'a pas fait galérer pour l'expliquer, il m'a fait galérer dans la clinique. Voilà. En constellation, qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile à transmettre à tes élèves? Ben là, on serait sur les archétypes en fait, hein, la différence entre archétype et complexe, entre archétype et symbole. C'est ça qui a été le plus dur, toi? Je pense que les apprenants bloquent sur ça. Et c'est surtout qu'il va y avoir une confusion dans le ressenti entre le moment où on touche à une scène familiale qui a réellement existé dans la vie du sujet et un archétype qui se constelle et qui du coup amalgame plusieurs scénarios. Et dans le parcours individuel et dans le parcours transgénérationnel. Voilà. Okay. Voilà. Ben moi, je vais répondre aussi. Hein. Je vais répondre. Alors, je vais plus parler des gestalts, des configurations familiales et des gestalts, que ce soit avec des figurines ou avec des coussins, où j'ai eu plusieurs apprenants qui, dans les expérientiels, partaient avec les phrases toutes faites qu'elles avaient lues dans les livres. Un endroit, par exemple, où elles étaient en contact avec le trauma, en contact avec la maltraitance d'un ancêtre, par exemple quelqu'un qui va prendre la place de sa grand-mère maltraitée par le grand-père, et au beau milieu de la gestalt, qui commence à dire « mais je te pardonne ». Et alors, moi j'ai dit « mais tu lui pardonnes de quoi là ? Qu'est-ce que tu as pardonné ? Alors donne-lui sa part si tu veux, à condition qu'il l'apprenne. » Je dis pour que est-ce que si tu te mets à sa place, tu ressens son besoin d'être pardonné? Est-ce qu'il peut dire à sa fille, donne-moi ton pardon? Ce serait la question du pardon. La question du pardon et de toutes ces phrases qui ont été galvaudées par les médias, galvaudées par une image des constellations, et auxquelles les participants s'attendent. Comme si ça faisait partie du protocole des constellations. Je suis d'accord avec toi. Bon.
Tu es d'accord? Bon, ça tombe bien, on travaille ensemble. Ta plus grande fierté en tant que formatrice? Ma plus grande fierté en tant que formatrice, dans Généapsie ou ailleurs? Génial. En Généapsie. Parce que ma plus grande fierté, c'est quand des personnes arrivent en première année et sont désespérées en disant je ne sais rien, je ne sais pas faire, j'y arriverai jamais, et qui après en résidentiel, où là on est vraiment, on travaille le corps du thérapeute, on travaille les émotions, et que les personnes sont mises en situation d'accompagner véritablement sur des séances en transparence, d'avoir des participants qui disent quel chemin j'ai fait depuis le niveau 1. Je croyais que je ne serais jamais capable, et aujourd'hui, grâce à Généapsie, et moi je réponds grâce à vous aussi, j'ai acquis la confiance et je me sens légitime pour accompagner. Ça, c'est ma plus grande fierté. Moi j'aurais répondu pareil, hein, c'est la clôture des résidentiels chez Généapsie qui est très satisfaisante. Oui. Et où les retours se font vraiment sur un sentiment de légitimité à être psychogénéalogiste et analyste transgénérationnelle. Et avant, c'est vraiment, il y a un avant résidentiel et un après. Et c'est vrai qu'en 5 jours, avoir ces retours-là, moi, c'est ma plus grande fierté. Ouais, aussi. Oui. Pareil comme toi. Ah, quel est le mécanisme de défense qui t'a le plus servi dans ta vie? C'est pour donner une idée qu'un mécanisme de défense peut avoir une valeur. Oui, bien sûr, mais il y en a pas mal qui m'ont servi. Mais le dernier en date, ce serait le déni. Voilà. D'accord. Je n'irai pas plus loin dans l'explication. Toi? Moi, il y en a plusieurs. J'aime bien la fuite. Et depuis que j'ai lu de Laborie et l'Oge de la fuite, je me suis dit que je n'étais pas si lâche que ça. En fait, lâcher l'affaire quand l'affaire est complètement pourrie, il vaut mieux la lâcher. C'est ce que nous avons fait dernièrement. Ouais, c'est vrai que quand tu vas dans un resto, tu regardes quand même s'il y a bien une porte de sortie. Oui, la fuite, mais ça, c'est mes ancêtres, sont mes ancêtres. Et puis, le clivage m'a énormément servi également. Voilà. Qui ne sert pas le clivage, franchement. Ben oui. Alors, ok. Quel a été ton déclencheur pour faire du transg? Alors, bizarrement, quand j'ai relu, parce que je faisais partie de ces personnes, de ces ados qui écrivaient dans un journal, j'ai relu un texte que j'avais écrit quand j'avais 17 ans, où texto, j'écrivais « Mon grand-père, le disparu, est comme un fantôme qui me hante ». Mais ça, je m'en suis rendu compte des années après. Et ce qui a déclenché pour le transg, c'est qu'en fait, je suis descendante d'enfants de remplacement, je suis enfant de remplacement, et que je sentais véritablement une problématique identitaire dont à l'époque, je ne me doutais pas qu'elle était doublée de l'illégitimité de ma naissance. Donc c'est l'identité, c'est la question de l'identité qui m'a amenée en transg. Et toi? Alors moi c'est la maltraitance qui m'a amenée au transg. Alors en fait il y a 2 déclencheurs. Le premier c'est qu'il y avait une résistance aux thérapies. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ça, hein, mais ce qui m'a amenée au transg c'est que les thérapies classiques ne fonctionnaient pas pour m'aider. Et pourquoi je l'ai associé, enfin, pourquoi je me suis dit que le transg pourrait m'aider. Ça c'est le deuxième déclencheur, c'est qu'un rêve d'enfant continuait à me hanter. Et que j'avais identifié en le racontant à mon grand-père que ce n'était pas un rêve, mais que c'était vraiment un souvenir, enfin quelque chose qui était réellement arrivé. En fait, c'est une mémoire traumatique transgénérationnelle. Et l'association des deux m'a mis la puce à l'oreille pour pouvoir me diriger vers le transg. Donc moi, j'ai pris la porte de la thérapie. Voilà. Puis la puce, tu l'as bien gardée parce que elle est vraiment présente en constellation, ta puce à l'oreille. La puce à l'oreille, oui. Avec l'intuition. Quelle est ta vision du monde de l'analyse transg? Oh, ça, pour moi, c'est assez clair. C'est-à-dire que ma vision du monde, c'est que nous sommes tous déterminés par nos gènes, par le milieu dans lequel on est arrivé, l'époque, la culture, etc. Et que on peut être surdéterminé par des histoires qui sont avant notre histoire, c'est-à-dire dans notre préhistoire, que cette surdétermination peut nous amener à valider les identifications qu'on a fait sur nous et à prendre, c'est un petit peu comme si
On prenait, à la naissance, on nous avait mis un costume, comme pour un bal costumé, on nous avait mis un petit texte Ouais, un petit en texte. disant tu te comporteras comme ça. Ça, c'est du surdéterminisme. Et les cas les plus graves, c'est de la prédestination Avec la psychose. avec la psychose. Oui. Pour moi, c'est vraiment l'analyse Tranger, elle travaille sur les surdéterminismes sur lesquels on peut avoir une marge de manœuvre. Qui vont se manifester dans les comportements. Bien sûr, des répétitions, tout ce qu'on connaît de l'analyse Tranger, oui. Alors moi, je prends la question, je la comprends sur un autre biais, c'est-à-dire que ça m'amène à cette question de est-ce qu'il y a un tiers transmetteur ou pas, parce que là j'étais sur la mémoire traumatique avant, donc est-ce qu'en fait elle est transmise effectivement sur les genoux du grand-père, parce que je parlais de mon grand-père, ou est-ce qu'elle se transmet par duplication d'un inconscient à l'autre, voilà. Et ma vision du monde là-dessus, je me pose encore la question aujourd'hui. J'ai pas encore de réponse parce que j'avoue que sur certaines traces mnésiques, il n'y a pas eu de transmission sur les genoux. Donc, j'ai pas de réponse en fait sur cette vision du monde. Il peut y avoir les deux. Donc, j'ai pris la solution de l'épigénétique comme une voie, je pense, rationnelle. Qui pourrait me rassurer sur une duplication d'inconscient inconscient, parce que je ne suis pas très rassurée, parce que se dupliquent en moi tous les inconscients familiaux, si tu veux. Donc bon, on va dire que si l'épigénétique peut laisser passer certaines de ces traces, ça me va. Voilà, ça en fait moins. Mais moi, je crois qu'il y a les deux. Ouais. Alors, quelle est la ressource transgé de ton arbre? Le système D. Moi, c'est le travail quand même. En fait, c'est la persévérance, la détermination. Tu vas y arriver. J'ai beaucoup d'escrocs dans mon arbre. Hein. Donc, il faut se débrouiller. Et quand je dis le système D, c'est la capacité à toujours savoir où est la loi, à jamais être hors la loi, mais à utiliser les non-lieux de la loi. Pour pouvoir se... Voilà. À toi. Quelle est la plus grosse énormité que tu as entendue sur le transgénérationnel? Ouais, là, il y a pléthore là. C'est pour moi ça, oui, c'est moi. Oui, c'est moi qui réponds. Quelle est la plus grosse énormité que sur les constellations, par exemple. Ouais, en fait, si tu veux, c'est souvent sur les interprétations, alors soit le décodage biologique, le décodage biologique en mal compris. Par exemple, mais si tu as mal au genou, c'est que ton identité, ton jeu dans le nous, c'est que tu n'arrives pas à trouver ton identité dans ton couple. Enfin, tu vois, ce genre d'interprétation active. Là, il y en a tellement que je dirais que c'est ça. Si on a une autre qui me vient. Non, c'est ça. En tout cas, moi, c'est ce qui va me mériter. D'accord, toi. Moi, les grosses énormités sur le tranger, tous les jours, quand je vais sur mon Facebook et que je regarde alors pas les questions des personnes qui sont en souffrance et qui posent des questions, mais les réponses de ceux qui pensent véritablement avoir le savoir et être surtout connectés par la colonne violette à Gabriel, l'ange Gabriel ou Raphaël, selon les cas. Surtout que sur les réseaux sociaux, ceux qui répondent n'ont pas en consultation ceux qui posent des questions. Donc, nous sommes bien d'accord. Ouais. Moi, la plus grosse énormité quand même que j'ai entendue dans ma clinique, c'est quelqu'un qui est arrivé en me disant « Je viens parce que j'ai ma grand-mère qui est coincée dans ma hanche. » Ah oui, tu m'avais dit ça. Donc, j'ai eu quand même du mal à essayer par l'art du questionnement, bon, bien sûr que nous avons pu travailler, mais cette personne avait vraiment l'idée que sa grand-mère était dans sa hanche comme un jumeau perdu qui se serait enquisté. Bon, on avait une belle image de la crypte, hein, c'est-à-dire que d'une énormité, cette énormité-là, elle parlait quand même de véritablement ce que c'est que le pouvoir de la crypte et du fantôme. Donc c'était pas si énorme que ça. Non, parce que quand ça arrive des phrases comme ça, avec cette étrangeté-là, c'est qu'on est probablement sur une problématique. Mais au début de ma carrière, ça m'avait un peu étonnée quand même. Sur le principe de réalité. Oui. Vous ne pouvez pas avoir votre grand-mère. Oui. Qu'envisages-tu pour l'avenir de Génial Psy ?
Bon, ben, il y a d'abord tout ce que nous envisageons ensemble, hein, c'est-à-dire du e-learning de qualité, des webinaires un peu qui amènent notre vision, l'étranger, développer Généapsy à l'étranger, et puis peut-être finalement avec toute l'expertise que nous avons, que nos formateurs ont, peut-être se Attention, que décider. si t'en parles, il faut. Oui, se décider à le mettre à écrire. En fait. Oui, il y a quelques C'est livres. c'est vraiment le projet des livres là. Il y a quelques livres en. Et toi? Bah oui, c'est ça. Bah, de toute façon, On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Oui. Il y a quelques livres en route. Et puis peut-être, pourquoi les livres? Peut-être pour asseoir quelque chose qu'on nous partage. C'est-à-dire la sensation que on est la référence aujourd'hui en termes d'analyse transgénérationnelle sur le marché. Donc Oui. je pense qu'il faut qu'on s'y mette. Oui. Alors, quelle est l'énergie archétypale sur laquelle tu te trouves en ce moment? Ah, en ce moment, c'est moi qui réponds. Là, principalement, quand je parle de tout ce qu'il y a à faire, je me retrouve avec l'énergie archétypale d'Hermès, hein, qui représente les échanges, qui a la capacité d'aller dans tous les mondes, le monde de l'Olympe, le monde des terriens et le monde des enfers. C'est-à-dire cette envie que j'ai, dès que nous parlons du transgé, de pouvoir allier tous ces aspects-là. Et puis effectivement, le commerce, hein, c'est-à-dire de donner à Généapsy, que Généapsy puisse quand même s'installer dans des territoires de façon légitime. Voilà. Moi, c'est quand tu fais ça, là, bon, je viens d'accoucher, hein, donc je pense que je suis dans cette énergie d'avoir besoin qu'il y ait quelque chose qui sorte, quoi, qui aboutisse. Ouais. La papesse. Je suis avec, ouais. La papesse qui va devenir une impératrice. Je sais pas avant l'impératrice, mais en tout cas, là, effectivement, cette énergie de finalisation et de voir le jour tout un tas de projets qui sont quand même en route depuis un moment. Donc toi, quand tu accouches réellement d'un enfant, il faut aussi que tu accouches d'un projet professionnel en même temps. Toujours en même temps. D'accord. Alors, la dernière. Ah, bah tu vois, c'est bien comme conclusion ça. Quel est mon mantra pédagogique? Alors, celui que je me dis à moi ou celui que je dis aux autres? Non, celui que tu dis aux autres, puisque c'est pédagogique. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas si compliqué que ça. Il y a quand même une base à avoir, quitte à l'oublier ensuite. Et mon mantra serait: ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, regarde le monde autour de toi et tu en apprendras sans doute beaucoup plus que dans les livres. Alors je veux pas singer Jung qui disait: ça n'est pas dans les livres que tu apprendras les concepts de la psychologie des profondeurs, c'est va dans les partis politiques, dans les sectes et dans les bordels. Je n'irai pas jusque-là. On a Netflix maintenant. On a Netflix et autres qui peuvent remplir ça. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Regardez des films. Regardez des films. Tu dis tout le temps ça. Oui. Regarde un film plutôt qu'un bouquin. Bah, surtout s'il y a 500 pages. Oui, voilà. Alors, quel est ton mantra pédagogique? Donc moi, il y en a un que je transmets souvent en formation, je pense même qu'il est sur le PowerPoint, hein, c'est l'intuition doit rimer avec question, parce que quand même, quand l'intuition devient une certitude, ça commence à devenir un petit peu dangereux quand même. Et le similaire, c'est si tu ne te sers que de ton Wi-Fi, c'est que tu fais fi de ton oui. Je trouve assez joli celui-là. C'est joli, hein. Voilà. C'est-à-dire que si tu ne te poses que sur ton intuition, c'est que tu n'écoutes plus ton client parler en fait, hein, te dire les choses. Voilà. Ce serait ça. Moi, je trouve que c'est super. On a fini ? On a fini.